Alors maintenant, on va passer au test, et enfin, on va passer à la partie vraiment Covid avec les tests antigéniques. Gilles? Oui, donc les tests antigéniques, depuis le 1er juillet, ils ont baissé, hein, ils sont passés à 25,01 €, dont 19 € d'acte pour la réalisation du test et 6,01 € pour le prix du test, hein, toujours les deux lignes. Vous savez que c'est plus de 80% des tests antigéniques qui sont réalisés par les pharmacies. Les médecins et les infirmiers ont eu la même baisse qui a été appliquée au 1er juin. Nous nous sommes battus pour essayer de maintenir le plus haut possible. On est parti de 34, grâce à l'USPO d'ailleurs, hein, sinon c'était au départ plutôt 30 € et on arrive à 25. Les biologistes ont eu une baisse au 1er juin aussi d'à peu près 30 à 35% de la réalisation de leurs tests PCR. Voilà, les volumes sont très importants, hein, ça fait 2 milliards de dépenses supplémentaires pour l'assurance maladie. Mais cette stratégie, elle a été efficace parce qu'elle a permis de réduire les vagues successives, de réduire les périodes de confinement, parce que quand on dépiste, eh bien, on confine ceux qui sont positifs et on évite de confiner toute la population. Donc, merci à tous les pharmaciens de s'être investis et de continuer à s'investir sur les tests antigéniques, parce que là aussi, on a prouvé que la profession était capable de relever des défis pendant une période de crise avec un geste nouveau, et on l'a fait de façon extrêmement efficace. Voilà, donc dans d'autres pays, ils ont décidé de ne pas les rembourser. En France, on les rembourse, donc ça coûte cher. Et donc voilà, quand Pierre a parlé des mesures d'économie tout à l'heure, vous voyez que ça correspond à une réalité. C'est pas une menace, c'est une réalité. Ensuite, un petit rappel, il faut inscrire sur SI-DEP, bien évidemment, et inscrire sur SI-DEP de suite, que le test soit positif ou que le test soit négatif. Il y a une nouveauté maintenant sur l'enregistrement SI-DEP, c'est qu'il faut mettre le nom du test que vous avez utilisé pour que s'il y a utilisation de ce résultat pour un pass européen, eh bien que dans tous les pays, on puisse s'assurer que le test est réalisé avec un test qui est conforme à la réglementation européenne. Et donc tout cela apparaît maintenant sur l'édition du résultat du test, s'il est positif ou s'il est négatif. S'il est positif, c'est toujours les mêmes choses. Un PCR derrière pour vérifier quel est le variant. Et vous avez vu que le variant Delta est en train de progresser dans tous les départements. Et donc, voilà, on se retrouve dans la même situation qu'on a connue avec le variant anglais, donc une pression forte sur un virus beaucoup plus contaminant, voire qui se propage plus vite. Donc, c'est embêtant, hein, parce que ça veut dire qu'on est assez inquiet pour la fin de l'été et septembre, si on a le même phénomène que le variant anglais qu'on a connu en février. Donc ça, c'est très embêtant. Donc, bien sûr, il faut l'enregistrer et éditer le pass pour que les personnes puissent circuler librement en Europe. Pour les bénéficiaires, tous ceux qui ont des droits en France, AME comprises, aide médicale État comprise, rien ne change, hein, les tests sont gratuits, pris en charge par l'assurance maladie. La seule restriction, et là aussi c'est un signal hein, qui commence à arriver, pour les touristes étrangers, eh bien, les tests ne sont plus pris en charge, sauf si le touriste est malade. Si le touriste est malade et qu'il consulte un médecin et que le médecin considère qu'un test est nécessaire, là, sur prescription, il sera pris en charge. Mais si c'est juste pour revenir en Belgique, revenir en Angleterre, eh bien, le test n'est plus pris en charge, puisque dans les autres pays, ils font payer le test et le test n'est pas gratuit. En Espagne, je crois qu'un PCR, c'est aux alentours de 150 €. Et là, si vous voulez aller revenir d'Espagne en France, le touriste français paye son test et il n'est pas pris en charge par le gouvernement français. Donc, c'est un alignement sur les pratiques des autres pays. Le dernier point, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'ouverture de concerts et des discothèques. Certains organisateurs décident de carrément mettre des barnums à l'entrée de la discothèque aux frais de l'assurance maladie pour que si les personnes n'ont pas le pass sanitaire et ne sont pas vaccinées, pour qu'ils puissent quand même rentrer en discothèque.
Ça, c'est totalement interdit et il va y avoir des contrôles. Et si quelqu'un veut faire un barnum devant une discothèque, eh bien, c'est le patron de la discothèque qui prend en charge la réalisation de ces tests. L'autre point d'alerte qui devient de plus en plus pénible, puisque ça fait au moins 3 webinaires qu'on le dit, il y a des pratiques de barnum, des pratiques de société qui utilisent des étudiants, exploitent des étudiants, les payent au nombre de tests réalisés, donc pour faire des tests dans des barnums où il n'y a même pas un professionnel de santé dans le barnum. Et quand un étudiant eh bien, rend le résultat, eh bien, il usurpe un diagnostic médical, un diagnostic biologique, un diagnostic pharmaceutique, et c'est un pharmacien qui est à 800 km de l'endroit où a été réalisé le test, qui facture à l'assurance maladie et enregistre sur SIDEP, ou se fait enregistrer sur SIDEP avec un système automatique, avec sa ICPS qu'il a donné à la personne qui est dans le barnum. Je peux vous dire que là, on est sur exercice illégal de la pharmacie, usurpation d'identité, facturation d'un test qui n'a pas été réalisé par la personne qui l'a facturé. Là, on est sur des dérives totales. Je peux vous dire que on n'arrête pas de vous avertir, ça va chauffer. Et tous les pharmaciens qui se sont investis dans ces pratiques de détournement de leur diplôme, de leur délégation de leur carte ICPS et de la facturation d'un acte qu'ils ne réalisent pas, ça fait beaucoup. Et ça peut aller très loin sur l'avenir de leur officine. Donc, on vous réavertit, ne vous faites pas avoir par des gens qui vous disent « Ah, vous allez gagner 2 €, on s'occupe de tout ». Ah, ça ne vaut pas le coup, parce que ça peut coûter très très cher, ça peut coûter son diplôme. Juste pour compléter ça, je viens de recevoir hier un SMS de l'assurance maladie me disant qu'ils avaient bien pris cette alerte et que c'était envoyé à la DGCCRF, à l'ordre, au ministère et à Bercy. Donc vous voyez, ils sortent l'artillerie lourde. Alors maintenant, si on fait un point rapide sur les autotests. Alors déjà, je vous remercie vraiment d'avoir répondu à l'enquête que nous avons menée entre le 28 et le 29 juin. On a eu plus de 1600 réponses. Alors déjà, un grand merci d'avoir participé à cette enquête. On va de plus en plus vous solliciter quand on a besoin d'avoir votre avis et d'avoir une photo de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez sur tel ou tel point. Donc, prenez l'habitude parce qu'on va vous solliciter de plus en plus et de plus en plus rapidement. Et c'est vrai que l'avantage de ces enquêtes, c'est d'avoir une réponse très rapide. Je veux dire, en 2 jours, on a 1700 réponses. Ce qui ressort de cette enquête sur les autotests, principalement, c'est que à peu près 70% des demandes d'autotests sont hors cible. Par exemple, c'est fait pour des symptômes, des gens symptomatiques ou des cas contacts. Et ça, on n'est pas du tout dans la cible des autotests. On reste dans ce cas-là sur la cible des tests antigéniques avec prélèvement nasopharyngé. Un autre point, c'est que 95% des pharmaciens ont déjà refusé de dispenser un test parce que justement hors cible et hors stratégie mise en place. L'autre point, et le dernier qui est aussi très très important, c'est que 95% des pharmaciens estiment que les patients doivent être accompagnés pour utiliser efficacement l'autotest. Ça veut dire quoi accompagner? Ça veut dire premièrement être accompagné par rapport à l'indication, premièrement, et deuxièmement accompagné quant à comment faire le prélèvement, parce que c'est pas un prélèvement qui est facile. Le prélèvement nasal, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile que le nasopharyngé. Il est certes techniquement plus facile, mais il est au moins aussi douloureux, enfin il est aussi désagréable. Il faut que ça dure 15 secondes par narine, et c'est par narine, donc il faut le faire dans les 2 narines. Donc 95% des pharmaciens estiment qu'il faut accompagner les patients. Et puis, le dernier accompagnement, c'est une fois que vous avez fait l'autotest, il est impératif de se déclarer si jamais il est positif. Parce que le but du test, c'est pas de se dire, chouette, je suis positif, mais comme je suis pas malade, et ben finalement, je vais pouvoir continuer de vivre. Le but du test, c'est vraiment d'isoler et de continuer d'isoler. Donc, on a fait part de ces résultats au ministère, et la dispensation des autotests en pharmacie permet d'avoir une stratégie de dépistage efficace. On va cibler les modalités d'utilisation. Si ça doit évoluer ces modalités, ben, on les verra. Alors, si par exemple on va dire c'est plus un test itératif, mais ça peut être un test avant une fête. Ben, ok, très bien. Si l'indication change, on le saura et on le rappellera. Et il est important quand même que vous précisiez aussi à vos patients que cet autotest ne permet pas d'avoir un pass sanitaire. Hein, ça, c'est pas possible, ou de partir en vacances, ou d'aller dans un festival. Le ministère envisage de développer massivement l'utilisation de ces autotests et d'en autoriser la dispensation, enfin l'utilisation dans les entreprises.
Une grosse entreprise qui a envie de savoir si ses salariés sont porteurs ou pas porteurs, malades ou pas malades, peut acheter des autotests pour le mettre en place au sein de son entreprise. Des hôtels, des campings, une entreprise, une usine. Et ils vont avoir la possibilité de l'acheter directement auprès des laboratoires, avec une formation, mais de l'acheter directement auprès des laboratoires. On s'est fortement mobilisé contre ça à l'USPO, fort de ce qui avait été rendu dans les résultats de l'enquête, en disant il n'est pas question que certaines entreprises puissent l'acheter. Et quand je dis certaines entreprises, vous voyez bien que je vise particulièrement la grande distribution, comme ils l'avaient fait pour les masques, en disant on achète les masques pour protéger nos salariés, puis finalement on va les vendre à nos bons clients qui ont une bonne carte de fidélité. Donc on a dit non, ça on ne veut pas ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils puissent l'acheter, soi-disant pour leur personnel, et puis après se retrouver dans les rayons, parce qu'on a déjà vu de ci, de là, des autotests à vendre dans les rayons des grandes surfaces, parce que ça demande un accompagnement. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que ça demande un accompagnement. On n'est pas dans du commerce, on est dans la santé publique. Donc le ministère nous a assuré que ces autotests ne seraient pas vendus en grande surface, que les entreprises auraient la possibilité de les acheter directement auprès des laboratoires, mais il n'y aurait pas du tout de vente en grande surface. Alors bien sûr, ça nous satisfait pas pleinement parce que l'accompagnement, il doit être là. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Le ministère veut accélérer le dépistage et va de ce fait autoriser que les entreprises puissent l'acheter en direct. Mais continuer de le vendre, continuer de le conseiller et continuer de bien le conseiller, c'est important. Ouais. Quelques questions. Donc, est-ce que les prix des fabricants peuvent être revus à la baisse, voire contrôlés? Ouais, sur les tests antigéniques, il y a un prix de cession. Si, Non, c'est sur les autotests. Comme le prix du test n'a pas bougé, il est toujours calé à 6,001 €, il n'y avait pas de raison de bouger le prix de cession du test pour l'instant. Ce qu'on essaie de faire, on en parlera tout à l'heure sur les tests sérologiques, c'est d'avoir la même stratégie, c'est-à-dire d'avoir un prix de cession, et pour l'instant, ça nous est refusé. Est-on obligé de donner le résultat sur papier s'il est reçu par téléphone ou par mail, car le lot ne peut être inscrit à la main? Et comment inscrit-on le numéro de passeport si la personne le demande? Alors, le résultat. Oui, vas-y, Gilles, vas-y. Oui, c'est vrai que si la personne avec le SMS le reçoit, ça suffit, quoi. Il a son pass sanitaire, et d'ailleurs c'est ce qui est le plus souvent utilisé, hein, c'est le téléphone portable avec euh, la, la procédure complète, avec tous anti-Covid et l'information, dont c'est beaucoup plus pratique, surtout quand ça concerne des jeunes. Eh bien, avec les téléphones portables, c'est beaucoup plus simple. Ce qui est important de bien noter, c'est la marque du test, hein. C'est ça qui est important pour s'assurer que la marque du test soit conforme à la liste déroulante que vous avez quand vous enregistrez sur SIDEP. Vous êtes obligé d'aller cliquer sur cette liste déroulante et retrouver la marque du test que vous utilisez. Si elle n'y est pas, ça veut dire que le pass sanitaire n'est pas valable. Donc, le prix de cession, c'est juste sur les autotests, hein, pas sur les tests antigéniques. Ben, on avait demandé, mais on n'a pas obtenu. Donc, effectivement, mais là, le prix n'a pas baissé. Et on sait que à 6,01 €, ça passait pour l'instant. Maintenant, s'il y a des alertes, parce que les laboratoires augmentent leurs tarifs, il faut nous le signaler et on remonte ça au ministère de suite. Comment faire pour que... oui, même en fait, apparemment, j'ai l'impression que le menu déroulant ne fonctionne pas bien et ça ne s'imprime pas, sur le résultat du test. Il y a deux personnes qui me disent ça n'apparaît pas sur le résultat du test. Comment faire pour que ce soit imprimé, le numéro, les informations de fabricant, etc. Apparemment, ça se fait pas automatiquement. Moi, j'ai pas eu de remontée, ça a marché. On en a fait encore samedi, ça a marché, hein. Il faut simplement sélectionner, cliquer dessus, et c'est en cliquant dessus qu'il se met en place. Alors, il faut bien passer à cliquer, parce que si vous faites juste un menu déroulant et que vous restez sur le truc sans cliquer, je crois que ça marche pas. Mais d'un autre côté, si on rentre pas le nom du test, au moins la marque, ça bloque, on peut pas passer à l'étape d'après. À partir de quelle date les tests antigéniques pour les étrangers ne seront plus remboursés? On a entendu le 7 juillet. Est-ce que c'est confirmé? C'est ça, ouais, apparemment c'est ça. On attend le JO, mais à mon avis, ça va être ça. 7 juillet, ils ont annoncé. Début des vacances.
pour les touristes étrangers. L'attestation que l'on émet de test, il est quand même bien de remplir le numéro de lot et la date de péremption à la main. Et si jamais toutefois vous n'avez pas pu rentrer la marque, ben, notez-le à la main à ce moment-là et vous signez à côté. Et puis voilà, c'est mieux que ce soit marqué comme ça que pas du tout. Oui, alors les gens le mettent sur la main, à la main, la marque du test. Simplement, si vous avez des difficultés, c'est bizarre, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. Ouais. Il faudrait nous dire pourquoi ça marche pas. Est-ce que c'est une mise à jour de SIDEP? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas normal que ça ne fonctionne pas. Donc, donnez-nous des exemples précis, vous les envoyez à l'USPO, nous on leur enverra au service qui s'occupe de SIDEP pour voir pourquoi ça marche pas tout le temps. Quel sera le prix de vente conseillé pour les étrangers? Pour les tests antigéniques, le prix, à mon avis, le prix raisonnable, c'est le prix que vous utilisez aujourd'hui. C'est sûr que les prix sont libres, mais je ne suis pas sûr que dans l'arrêté qui mettra les touristes exclus, la DGCCRF cherche à savoir si on pratique des prix complètement différents. Ils peuvent se retourner contre nous, hein. À la fois si le prix est trop élevé pour faire payer le touriste plus cher que ce qui se passe en France, je crois que c'est pas bon. Et après, il ne faudrait pas quand même qu'il y ait une espèce d'appel d'air en disant venez chez moi, je fais des promos, parce que alors là, le 25 € ne pourrait pas être tenu par la suite remboursé par l'assurance maladie. Donc dans ce genre de choses, sachant que le volume ne va pas être non plus trop élevé, hein, c'est d'avoir des prix qui s'alignent sur le prix pratiqué pour les Français, ça paraît plus raisonnable. Mais c'est libre, sauf si l'arrêté le prévoit. Pour l'instant, on ne le sait pas. Il était quand même question qu'il le prévoit, je crois. Est-ce que vous savez où on peut trouver les résultats des tests antigéniques, enfin la fiche en anglais? Est-ce que c'est possible de le faire? Il me semble que oui, non? On l'avait demandé. Ouais, normalement, oui. On vous répondra parce qu'on l'avait, alors je ne sais pas si SIDEP l'a fait. Pour le pass vaccination, c'est écrit dans les deux langues. Et je n'ai pas vérifié sur SIDEP si ça apparaît dans les deux langues. Mais sinon, on peut le demander, ça, c'est normal. Mais on l'a fait pour tous nos confrères du nord de la France, des Hauts-de-France, parce qu'ils étaient très embêtés avec des passages en Angleterre. Et on leur avait fait un résultat papier, mais qui n'était pas le résultat avec le QR code, qui permettait d'avoir une lecture pour les douaniers ou les personnes qui contrôlaient à la frontière en Angleterre, d'avoir un test traduit en anglais. Donc on va leur demander. Est-ce qu'il faut noter que le test utilisé cible la protéine N? Parce qu'apparemment, certains tests sont refusés si cette notion n'est pas inscrite. Si le test est sur la liste, il détecte la protéine qui va bien, et en plus, il a un marquage CE, et il n'y a aucune ambiguïté sur le fabricant par rapport à l'utilisation des noms différents qui sont utilisés dans d'autres pays. Donc, bien évidemment, les tests qui sont utilisés aujourd'hui et référencés ciblent la bonne protéine. Il y a juste une personne qui me dit qu'il y a un problème pour les femmes mariées, c'est le nom de naissance qui apparaît sur les passes sanitaires. Du coup, ça pose problème pour... vous pouvez changer les noms, non? C'est le nom qui apparaît sur la carte vitale, non? Non, parce qu'en fait, quand on remplit, il faut le nom de naissance et le nom de femme, mais enfin le nom d'épouse. Mais effectivement, si on rentre les deux, il prend d'emblée le nom de naissance. Mais si on rentre pas le nom de naissance et qu'on laisse que le nom d'épouse, ça se passe bien.